Et alors, je dirais que dans un roman, dans une histoire, ce qui est important, c'est une atmosphère, c'est-à-dire de poser un cadre déjà qui va être un peu angoissant à la base, un univers, une certaine lumière, une météo, des endroits un peu voilà, qui font travailler beaucoup l'imaginaire des lecteurs. Alors moi j'aime bien tout ce qui est montagne, tout ce qui est lieu désert, un peu sombre. Donc déjà ça pose un cadre, un environnement angoissant. Puis après c'est dans le... voilà, c'est très vaste, hein, mais c'est beaucoup aussi dans la construction, c'est-à-dire que dans un roman, on va privilégier des chapitres assez courts, et puis à la fin de chaque chapitre, on essaie de s'arranger pour qu'il se passe un événement dont on va avoir envie de connaître la suite. Et voilà, donc en alternant un peu des points de vue, comme ça on arrive à entraîner le lecteur dans, voilà, dans un livre qu'il n'a pas envie d'abandonner. C'est une bonne question et je vous remercie de me l'avoir posée. Moi je suis toujours un peu ennuyé par rapport à ce genre de questions parce que j'ai pas une réflexion théorique là-dessus. Je ne résous que des problèmes d'ordre pratique quand je suis confronté à des histoires ou des intrigues. Et j'ai des façons de les résoudre qui sont extrêmement empiriques. Par exemple, comme moi je fais des plans qui sont depuis quelques années étalés sur des grandes frises qui me permettent de suivre les évolutions d'agenda des personnages les uns par rapport aux autres, les endroits où ils se rencontrent, soit dans le temps, soit dans l'espace, soit les deux. Et que donc ça me fait une manifestation physique de leur parcours respectif, si vous voulez, parce que comme j'en ai toujours, là dans Rétière, j'en ai toujours une quinzaine ou une vingtaine qui se croisent et s'entrecroisent en permanence. Dans Pouctou, il y en avait 80, donc si vous voulez, je suis quand même obligé de les matérialiser à un moment donné pour savoir où est-ce qu'ils en sont les uns par rapport aux autres. D'abord, une grande partie des péripéties ou des rebondissements de l'histoire, si on veut être plausible, sont quand même dictés par les circonstances qui sont celles de l'intrigue, hein, c'est-à-dire que vous ne vous sortez pas d'une scène de bataille comme vous y êtes rentré, donc forcément il y a des conséquences et ces conséquences vont avoir à la fois une influence sur le parcours du personnage mais éventuellement sur le parcours de tous les personnages qui lui sont proches. Donc ce qui va dicter mes choix en matière de tension, des choses comme ça va être d'abord la cohérence par rapport au parcours des uns et des autres. Et puis je vous dis, comme c'est matérialisé physiquement et que j'ai tendance à colorier, c'est-à-dire à mettre des masses de couleurs en avant dans les plans en associant chaque personnage à une couleur, je vois, si vous voulez, dans la représentation physique du texte, les endroits où il y a des masses très très fortes qui indiquent qu'il y a là peut-être une trop grande concentration du récit sur un type de personnage ou un type d'action. Et du coup, pour éviter l'impression d'ennui ou de redite, comme ça, j'ai tendance à réorganiser mes plans à ce moment-là en y amenant d'autres couleurs, histoire de rééquilibrer les alternances de points de vue. Mais alors, je vous dis, c'est une méthode qui est extrêmement... Après, je ne suis pas à l'abri parfois d'introduire ces espèces de phases de suspense un peu... alors moi j'en abuse pas parce que je pense que c'est pas une bonne chose, mais un peu artificiel, qui sont les cliffhangers où volontairement vous mettez fin à une action pour que le lecteur aille automatiquement voir un peu plus loin. Bon, je suis pas très fan de ça, moi je les utilise avec parcimonie, et souvent en fin de partie en fait. Dans Rétière par exemple, il y a 3 grandes parties et chacune d'entre elles est un retournement complet de la situation de la partie précédente. Donc ça arrive par l'intermédiaire de ces, à défaut d'autre chose, j'appellerais des cliffhangers, mais en fait c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment un suspense, c'est juste que ça rebat les cartes en fait. Donc c'est par ces petits procédés-là que j'utilise parfois, que je fais, mais de façon très empirique. Au fond, ce que je cherche, c'est pas tant le rythme et la tension que de piquer l'intérêt par le fond et par des trajectoires de personnages un peu extraordinaires du fait de ce qu'ils sont en train de vivre, parce que c'est le réel mais en même temps c'est pas le réel de tout le monde, que je poursuis mes récits. Moi je construis souvent mes récits en entonnoir, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens au début. On a l'impression qu'il n'y a aucune raison que tout le monde se croise, puis au bout d'un moment il y a une logique interne qui se met en place et on voit où tout le monde arrive. Et là, tout d'un coup, tout un tas de pièces se mettent en
en place, donc c'est comme ça que je procède, mais je vous dis c'est très pragmatique chez moi. C'est votre processus à vous? Oui, oui. Tout le temps, en fait. Moi, je réécris tout le temps. Après, il n'y a pas de méthode. Hein. Enfin, je sais, Frantillier, on a discuté un jour. Il dit ah non, mais j'écris 3 pages par jour. Que 3 pages par jour, entre guillemets. Par contre, c'est la version définitive, quoi. Moi, c'est totalement impossible. Parce que moi, je cherche en chemin et je trouve des choses, mais du coup, ça va plus du tout avec le début. Et mes personnages, moi, je les creuse un peu comme des comédiens qui doivent creuser un rôle, quoi. Tu n'es pas en train de faire une lecture. Tu es en train de dire, ok, j'ai ce texte-là, mais comment je vais le dire, etc., quoi. Donc ça, moi, ça me prend beaucoup de temps, en fait. Donc c'est pour ça que j'écris, il faut souvent 3 ans, quoi, 2-3 ans. Alors, oui, mais en même temps, j'écris très lentement. Donc je ne suis pas quelqu'un qui va faire un premier jet et revenir 300 fois dessus. Il est très rare que j'écrive plusieurs phrases sans m'interrompre, en fait. C'est drôle, j'ai une idée, souvent en fait j'ai une idée sonore du texte que je veux écrire. J'ai le tempo, j'ai l'amplitude de la phrase, j'ai la manière dont elle sonne et s'articule, oui, presque musicalement. Mais souvent ce que j'écris ne correspond pas du tout à cette espèce de préécriture mentale que j'avais. Et mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une adéquation entre cet exercice-là, mental, sonore, hein, vraiment, et puis ce que je couche sur le papier. J'aime bien les métaphores sportives, et c'est un peu comme, par exemple, imaginer le mouvement qu'on va faire pour mettre un ballon de basket dans un panier. On voit très bien hein, l'élan du corps, la rotation, le bras qui se lève, l'élan que donnent les genoux pour que l'impulsion se produise, que le ballon produise une ellipse et tombe exactement dans le panier. Mentalement, c'est parfait. On peut le faire avec une figure de danse, avec un saut de biche par exemple. On va très bien voir chaque muscle, chaque articulation se déployer. C'est parfait. L'exécuter, c'est tout à fait autre chose. Et souvent c'est ça en fait, j'essaye de faire coller une espèce de projet presque insaisissable à cette chose très concrète qu'est l'écriture, enfin plutôt l'inverse, l'écriture à ce projet-là. Et donc j'écris très lentement, je reprends beaucoup chaque phrase, ce qui ne m'empêche pas de réécrire après parce que chaque phrase est réécrite et puis ensuite ça forme un paragraphe que je vais relire et que je vais réécrire souvent aussi, qui va entrer dans une partie de chapitre que je vais à nouveau relire et peut-être réécrire. Cette idée de la cohérence en fait m'oblige à reprendre constamment des morceaux de texte qui évidemment ont leur propre cohérence interne mais qui dès qu'ils sont juxtaposés à d'autres résonnent différemment. Exactement comme des couleurs dans un tableau, c'est-à-dire que le rouge peut être très beau, mais quand on y associe le jaune, tout d'un coup les couleurs vibrent différemment et c'est vrai ensuite de chaque nouvelle forme qu'on va juxtaposer à l'autre. Et donc je suis quelqu'un qui a du mal à écrire des grands jets comme ça. Ça m'arrive quelquefois, mais je trouve ça assez miraculeux. C'est à chaque fois, j'ai l'impression d'être dans un état de grâce. J'ai écrit 10 lignes d'affilée et j'y touche à peine. Je trouve ça vraiment incroyable. J'ai l'impression d'écrire sous hypnose dans ces cas-là. Mais c'est assez rare. Je suis très laborieuse. Oui, je réécris, oui. Oui, parce que de toute façon, à partir du moment où je ne respecte pas mes plans, et puis en plus, souvent les premiers drafts, en fait, on les exécute et on dit first draft et shitty draft. Ça veut bien dire que bon, voilà, on a écrit, c'est pas super top au point de vue de la littérature, mais au moins ça pose l'histoire, ça pose des personnages, et après on approfondit un peu plus au niveau stylistique, au niveau littéraire, l'œuvre en fait. Beaucoup. Mais là aussi inconsciemment, parce que maintenant, avant j'écrivais tout sur des cahiers, sur le papier, avec un stylo. Maintenant j'écris tout sur l'ordinateur. Et on ne se rend pas compte des changements. Je change tout le temps, un mot, une phrase, mais je l'efface et je recommence, mais je suis
là encore, pas consciente des changements. Je pense pas, j'ai eu la chance de regarder les manuscrits de Flaubert et de Guy de Maupassant où c'est écrit partout sur le brouillon. Je pense pas arriver à ça. Mais quand même, il y a pas mal de changements et beaucoup de corrections parce que d'abord mon mari corrigeait mes manuscrits et quand il y avait plus de 3 fautes dans une phrase, il écrivait dans la marge « merde ». Et j'ai des manuscrits corrigés par mon mari où c'est écrit « merde » 25 fois par page. Et maintenant, c'est ma fille aînée, Alia, qui est professeure de linguistique à la Sorbonne Sorbonne Nouvelle Paris-Troyes. Et elle se contente de me gronder. Maman, elle me soupçonne d'accepter ses corrections sans les lire. Mais je lis ces corrections. Ce que je ne fais pas, c'est retenir. Parce que je fais toujours les mêmes fautes. Parce que moi, j'ai un problème supplémentaire que la plupart des écrivains n'ont pas. C'est que j'écris dans une langue qui n'est pas ma langue maternelle. Et que je n'ai jamais étudiée. J'ai très peu de réécriture sur le premier jet. Je suis assez... j'écris 3 pages Word par jour. J'ai identifié ça. C'est-à-dire que si je fais moins, je m'en veux parce que je me dis que j'ai pas assez travaillé. Et si je fais plus, j'ai identifié que je bâcle, j'en ai marre. Donc 3 pages Word en signe, je sais pas combien ça fait. Et ça peut aller jusqu'à 5 pages si j'ai des dialogues. Et après, il faut s'arrêter. Enfin, moi, il faut que je m'arrête. Sinon, ouais, voilà. Alors, ça m'arrive de faire 6, 7, 8 pages. Mais le lendemain, je les reprends, je recommence ce que j'ai bâclé. Mais en revanche, je travaille au moins 3-4 heures par jour. Et quand je suis à fond, vraiment dans le cœur du roman, je peux travailler 6-7 heures et tous les jours. Enfin, pas le week-end, mais c'est vraiment, je suis vraiment assidu et j'essaie d'être sérieux, quoi. Moi, je fais que ça. Ouais. En fait, je tape assez vite. Hein, je tape assez vite. Et si je comptais le temps que j'ai passé à taper le texte du roman, je dirais quoi, c'est 2 mois. Bon. Or, je mets 18 mois pour faire un livre. Alors, si je retire les 6 mois de documentation, il reste 12 mois, 2 mois d'écriture, 10 mois de réécriture. En fait, l'écriture, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, l'écriture. C'est la réécriture. Parce que dès que vous écrivez, vous êtes déjà dans la réécriture. Parce que c'est un phénomène cognitif, ça. Hein, c'est un phénomène mental qui fait que dès que vous écrivez, vous avez immédiatement un jugement sur ce que vous avez. Et déjà, à peine vous avez fini la phrase, vous savez que vous allez la reprendre. En fait, j'ai l'impression que l'écriture n'existe pas. Alors, et d'une certaine manière, je trouve que c'est plutôt rassurant. Pour ceux qui veulent travailler, qui veulent écrire. C'est mon principal gain. Ma petite révolution culturelle, c'est le jour où j'ai compris qu'il fallait que je me défasse du fantasme d'écrire bien tout de suite. Pendant très longtemps, ça m'a habité. Je ne pouvais pas écrire une deuxième phrase si la première phrase n'était pas nickel à mes yeux. Hein, à mes yeux. Mais je ne pouvais pas écrire une deuxième phrase si la première n'était pas bien cadencée, bien. Ce qui était une connerie énorme. Parce que je passais beaucoup de temps à faire cette première phrase. Elle est bien, je suis content, je passe à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, elle va démentir la première, il faudra que je reprenne, parce que j'ai trouvé à la quatrième quelque chose qui est bien et qui est plus compatible avec ce qui était. Donc, de toute façon, je vais réécrire. Alors, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus facile pour moi de le dire, c'est lancez-vous dans l'écriture, mais n'essayez pas d'écrire bien. N'essayez pas d'écrire bien. C'est pas écrire bien, ça n'existe pas, et si ça doit exister, c'est plus tard. Mais surtout, défaites-vous de l'idée qu'il faudrait que ce soit formellement bien dès le début. L'écriture, c'est de la réécriture. C'est un travail permanent et j'ai envie de dire, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça, je vais vous dire pourquoi. C'est que si vous essayez d'écrire bien, il y a des chances pour que vous en fassiez trop. Hein. J'aime beaucoup cette phrase de Simenon, on lui disait, mais monsieur Simenon,
votre style c'est quoi? Il répondait, il pleut. Et moi j'aime beaucoup ça. Alors, dans le type de roman que je fais, encore une fois, c'est pas universel, je ne suis pas en train de donner une leçon au monde, je suis simplement en train d'essayer de rendre compte de la manière dont je travaille. Et la manière dont je travaille, c'est j'essaie de faire très bien des choses très simples. Or, la première écriture est toujours une écriture un peu... c'est une écriture un peu narcissique, c'est une écriture un peu égotique, il y a des effets de manche dans la première écriture. Dans le désir d'écrire bien, vous avez... L'auteur est passé au premier plan au détriment de l'intrigue et des personnages. C'est l'écriture et l'impression que vous voulez donner, que vous voulez faire, que vous voulez produire qui compte. C'est pas ça un roman. Pas ça un roman. Donc, moi, j'aurais tendance à penser qu'il faut se défaire de l'envie d'écrire bien. Moi, quand j'ai envie que Jean ouvre une porte, j'écris « Jean ouvrit la porte ». Rituel, un certain papier, un certain stylo, une façon de ritualiser en fait l'écriture pour arriver à faire correspondre le plus fidèlement possible l'image, en général accompagnée de sensations, qui sont des sensations qui mettent en œuvre d'autres sens que la vue. Ça peut être une sorte de bruit, ou ça peut être l'ouïe, ça peut être le toucher, l'odorat. Eh bien, quand j'arrive à faire, quand j'écris, j'arrive à traduire ces sensations-là, qui sont un peu, qui mélangent plusieurs sens, mieux par l'écrit, la matérialité du geste d'écriture que sur ordinateur. Alors, un travail en amont, oui, je pense, mais un travail qui est plus ou moins conscient. C'est-à-dire que j'ai lu des lettres écrites par des poilus et qui ont été rassemblées par un historien qui s'appelle Jean-Pierre Guénaud. Et c'était des lettres extrêmement émotives et puis qui m'ont créé. C'est intéressant comme question. Ça va paraître un peu arrogant ou un peu bête, et peut-être même les deux. C'est que je me suis rendu compte que... comment vous dire, je voudrais pas... C'est très compliqué ce que je veux dire. Non pas ce que je veux dire est très simple, mais la perception que vous allez en avoir risque de me compliquer un peu la vie. Le cerveau n'est pas intelligent, pour faire court. C'est-à-dire nos capacités cognitives en tant que lecteur sont relativement limitées. Le nombre de choses qu'on peut retenir, c'est 7 plus ou moins 2, ce qui veut dire qu'au bout de 3 phrases, vous avez oublié le détail de l'antépénultième. Donc ça veut dire que vous allez très vite surcharger cognitivement votre lecteur. Alors, je ne dis pas que le lecteur est bête, hein. Je dis que sa surcharge cognitive peut arriver assez vite. Et donc votre travail, si vous voulez lui faire comprendre votre histoire, si vous voulez lui faire partager la passion que vous avez pour vos personnages, il va falloir lui simplifier le travail. Et je me suis rendu compte, j'ai écrit 10 livres, je ne suis pas un auteur très chevronné, hein, j'ai écrit une dizaine de livres, mais je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai un problème, la solution, c'est la plus simple qu'il faut choisir. C'est-à-dire, ne choisissez jamais la solution la plus compliquée. Vous y viendrez tôt ou tard. Si la solution n'est pas bonne et que la bonne solution est sophistiquée, vous y viendrez. Parce qu'à force d'essayer les mauvaises solutions, vous trouverez la bonne. Hein. Moi, j'ai réécrit 22 fois là, pour le premier chapitre de mon premier livre. Bon, donc, je sais ce que c'est. Mais malgré tout, d'une manière générale, quand vous avez un problème, c'est que vous sentez qu'il y a un problème pour le lecteur. C'est que vous sentez que, d'une certaine manière, ce que vous faites va poser problème. Problème de compréhension, problème d'aisance à la lecture, problème, ils sont multiples. Mais enfin, vous sentez qu'il y a un nœud, quelque part. Or, ce point nodal-là, il va falloir l'isoler, et il me semble que presque toujours, c'est la solution la plus simple qu'il faut choisir. Il ne faut pas croire que parce qu'on choisit la solution la plus simple, on choisit la solution la plus démagogique, que c'est celle qui va être la plus simple à comprendre, comme si nos lecteurs étaient des imbéciles, et qu'il faut toujours choisir quelque chose de simple pour que... Non, c'est pas du tout ça. C'est que le lecteur, il est dans une convention narrative. Le contrat que vous avez passé avec lui est une convention narrative. Dans le type de roman que j'écris des romans d'aventure, hein, pour faire court, dans ce type de roman, on a besoin que le texte file assez vite et que rien ne vienne obscurcir le texte, rien ne vienne le heurter. En fait, je mets le lecteur dans un couloir et je ferme toutes les portes au fur et à mesure où elle se présente, pour le mener là où je veux.
c'est mon boulot. Bon. Donc là, dans ce type de littérature, encore une fois, je ne pense pas que ce soit valable pour tous les écrivains. Je rends simplement compte, encore une fois, de ce que j'essaye de faire. Je me rends compte que chaque fois que je me pose un problème, c'est qu'il va y avoir un problème de compréhension, un problème de suivi, un problème d'aisance, un problème de fluidité, un problème de limpidité. Et je choisis toujours la solution la plus simple parce que c'est pas forcément la plus bête, c'est pas forcément la plus démagogique, mais c'est souvent la plus payante.